Et à côté de ça, je pense que ce qui me passionne, c'est la création d'univers. Je pense qu'on s'est tous pris pour Tolkien une fois dans notre vie. À la fin, j'avais même plus d'idées. Je demandais à mes amis, après, au secours, j'ai tout dépensé, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est Shindo. Salut. Merci de me recevoir. Merci à toi de t'intéresser à mon travail. C'est trop cool. En plus, là, je peux voir l'atelier en vrai et c'est un super bel atelier. Bon, merci. Comme tu le disais à l'instant, probablement l'atelier amateur le plus complet. Oui, c'est vrai que j'amasse du matos. Ouais, c'est un peu compulsif. Mais ça rend bien, c'est cool. Bon, écoute. Si en plus, toi, ça te met à l'aise dans ton travail. Oui, au moins je teste des tas de trucs. Bienvenue dans Pense sur la planche. Merci. Et moi, comme je t'ai dit à l'instant, j'ai un tas de questions à te poser. Okay. Et je pense que la première pour les auditeurs, pour ceux qui te connaissent pas encore, c'est qui es-tu ? Ah, vaste question. Vaste question. Voilà, alors mon nom d'artiste c'est Shindo, mon vrai nom c'est Fédois et j'ai une double casquette. Je travaille dans le manga en général. Je veux être auteur de BD depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait très longtemps. Quand les mangas sont arrivés en France, j'ai switché, je veux être auteur de manga. Et j'ai switché à un moment donné parce qu'on m'a proposé de traduire des mangas parce que j'ai fait des études de japonais. Et donc j'ai passé 20 ans en tant que traductrice de manga, tout en gardant dans un coin de ma tête, mais en fait c'est mangaka que je veux être. Hein. Et il y a 2 ans, je suis revenue à mon rêve, voilà, ma vocation de base. Et actuellement, je fais les deux. Beaucoup de traductions encore et un peu de manga. Et tu as un manga du coup qui est sorti cette année, enfin l'année dernière, du coup on est en 2023 oui, maintenant. C'est vrai, ça y est. Donc en juin 2022, j'ai sorti Pilgrim, qui est un one-shot, qui est mon tout premier manga en volume relié. Et c'est une sorte de préquel à mon histoire, mon manga principal sur lequel je travaille depuis 2002, qui s'appelle Aerials. Et voilà, on retrouve les mêmes personnages qui sont un peu plus jeunes parce que ça se passe quelques années avant. Hein. C'est ça. Et c'est, comme tu disais, c'est une histoire que tu matures depuis un moment. Et dans ta présentation, il y a plein d'aspects qui m'intéressent, que j'ai envie qu'on aille un peu plus dans le détail. Okay. C'est... tout d'abord, t'avais 6 ans, tu voulais faire de la BD. Ça a été quoi le déclencheur de ton côté ? C'est une très bonne question parce que vraiment, la réponse va être très bateau. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. J'avais 3 ans, je me souviens, pour la première fois, je me suis dit, mais j'adore le dessin en fait. C'est très, très rigolo parce qu'à 3 ans, je dessinais tout le temps Alice au Pays des Merveilles et le Lapin Blanc. Okay. Alice au Pays des Merveilles est devenu mon roman préféré. Mais il y a un truc chez moi, je suis toujours fan des mêmes trucs à tout âge de ma vie. Enfin, voilà. Bref. Donc à partir de là, c'est vrai que je me suis mise à beaucoup dessiner. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, je voulais être boulangère parce que je me disais comme ça, je pourrais manger des bonbons gratuitement. Et voilà, la maturité, au CP, je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est raconter des histoires avec des dessins, et je veux faire de la bande dessinée. Et c'est vrai que ma mère, surtout, m'abreuvait beaucoup de bandes dessinées. À l'époque, c'était tous les grands classiques de Spirou, par exemple. Moi, les Schtroumpfs, par exemple, c'était c'est ma bande dessinée d'enfance, de cœur. Les Schtroumpfs, c'était vraiment ma référence. Après, quand j'ai grandi un petit peu, c'était Spirou, vraiment le Spirou de Franquin. Moi, c'est mon maître dans la BD franco-belge, c'est Franquin. Pour moi, c'est un génie du storyboard. Il y a rien d'acheté dans ce qu'il fait. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé très tôt, c'est le découpage, la mise en cage. Comment raconter vraiment une histoire plus que le dessin vraiment pur. Okay. J'étais vraiment intéressée par la narration. Le rythme, tout ça. Et t'en as tiré des choses déjà de ces références-là ? Est-ce que maintenant, quand tu écris ton manga, tu te replonges un peu dans ces... Oui, je pense, même si ça fait un moment que j'ai délaissé la BD franco-belge pour le manga. À savoir, je me suis vraiment pas mise à jour sur... je connais pas ce qui sort actuellement. Je suis restée vraiment bloquée dans ce que je connaissais quand j'étais petite. Et en fait, l'âge d'or, entre guillemets, de la franco-belge dans les années 60. Voilà. Ouais. Je vois. Et je crois que dans une interview, tu disais qu'il y a un des premiers mangas que t'as lu, pour l'originalité, c'était Dragon Ball. Ah bah oui. En kiosque. Très original.
Mais c'est vrai que, en fait, j'ai eu plusieurs périodes Dragon Ball, on va dire, parce que c'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, parce que Club Dorothée, je regardais ça à la télé et T'es tout. de cette génération. Voilà. Et j'ai redécouvert à l'adolescence. J'ai eu un petit passage où je regardais plus trop de dessins animés, et quand je me suis remise, je devais avoir une quinzaine d'années, et je me suis vraiment pris Dragon Ball en pleine figure. Et alors là, je faisais plus que ça du Dragon Ball. Et un jour, ma mère, encore elle, est revenue avec un manga Dragon Ball qu'elle avait trouvé en kiosque, parce que voilà, à l'époque, ça s'achetait par tout petit format, ouais, c'est ça. Et moi, je ne connaissais pas. Je savais qu'il y avait des dessins animés, mais je savais pas qu'il y avait des versions papier de cette série. Et quand j'ai ouvert ce tome de Dragon Ball pour la première fois, et que j'ai été confrontée au trait d'Akira Toriyama, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est pas possible, c'est la perfection. Et pareil, je trouve que, comme Franquin, un franco-belge, Toriyama, c'est un maître du storyboard. Oui, non, c'est parfait. Tout est toujours fluide, tout est toujours lisible. Même les gens qui sont pas habitués à lire du manga, qui peuvent être rebutés par le format Dragon Ball, ça passe. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça qui a expliqué le succès. Hein. Peut-être, ouais. Comme de la même manière que Spirou, c'est des références. Oui, c'est ça. C'est culte. Et je me trompe peut-être, mais dans ma tête, t'as cette partie où t'es parti apprendre le japonais. Est-ce que c'est parce que tu voulais partir au Japon faire du manga ? Bah oui, c'est ça. Okay. Parce que moi, donc, je découvre Dragon Ball, tout ça, mais ok, ma vie maintenant c'est mangaka, laisse tomber. J'étais au lycée, donc parcours classique. Je me dis, j'apprends le japonais. Il n'y avait pas de manga français à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Il y avait parce que là, on est en quelle année ? On est en 98 ? On était en 95. 95, ok. À l'époque. Donc pendant tout mon lycée, je me dis voilà, ce que je vais faire après, c'est apprendre le japonais, partir vivre au Japon. J'ai commencé, comme tu dis, le japonais en 98, mais vraiment dans cette optique-là, me dire ça va me servir de bagage, et ensuite je vais faire éditer mon manga au Japon. C'est beau la jeunesse, hein. C'est beau, bon, finalement. Aujourd'hui, ton manga est édité. C'est vrai. Mais là, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Je suis en auto-édition, ce qui, pareil, c'était absolument pas possible, l'auto-édition, oui, à l'époque où j'ai débuté et tout. Et si tu veux, on reviendra là-dessus aussi, mais tous les moyens dont on dispose maintenant, dont les artistes disposent pour pouvoir faire connaître leurs œuvres à travers Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment une chance. Et t'es comme Jigito qu'on a eu donc sur l'épisode 6. Et que je salue. Et on lui fait un gros big up à Jigito. Oui. C'est pareil, lui est passé par l'auto-édition et c'est fou. Enfin, tu vois, ça ouvre des portes. Ça ouvre clairement des portes. Et donc, si on reprend le périple, t'es en 98, tu fais tes études de japonais. Ouais. Et là, tu finis tes études, tu gagnes un concours, je crois. Je sais plus en quelle année c'était. Le concours, c'était quelque chose qui était organisé par mon université, l'INALCO. C'était, il y avait des conditions particulières à remplir, du style ne jamais être allé au Japon, ne pas avoir de famille là-bas, et puis quand même avoir des bons résultats en classe. Donc on avait été sélectionnés comme ça, et c'était organisé aussi par la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui est à côté de la Tour Eiffel. Je sais pas si tu vois, c'est une... La Tour Eiffel, ouais. Ça me parle comme monument. Juste à côté, il y a la Maison de la Culture du Japon qui organise il y a des expositions, il y a des spectacles. Au Trocadéro, non ? Oui, voilà, pas loin, à Pirakem. Ok. Et puis je suis allée sur place passer c'était un concours de japonais, vraiment un concours de langue, et voilà, je crois qu'on était 3 gagnants et on a été envoyés au Japon, tout frais payé, dans un institut international. C'était une expérience incroyable, dans une petite ville à côté d'Osaka, où il y avait tous les gagnants de ce concours, mais des pays du monde entier. Donc on était vraiment le petit groupe là. Combien ? Je sais plus, on devait être une vingtaine de tous les pays du monde. Et on se parlait tous en japonais parce que c'était notre point commun. Ça.
Et ils nous ont emmenés visiter des tas de villes, faire des trucs. J'ai un spectacle de sumo. Je pense que j'aurai plus jamais l'occasion de ma vie d'en voir. C'était incroyable. Et c'est la première fois que tu partais à l'étranger comme ça? Seule, oui. Seule, oui. Ouais, parce que je devais avoir la vingtaine. Ouais. Et ouais, c'était la première fois que je prenais l'avion pendant si longtemps, que je me retrouvais dans un pays, parce que le dépaysement au Japon est total. T'as beau avoir étudié la civilisation, tout ça pendant des années, t'arrives sur place, oui, il y a plein de trucs qui sont familiers, mais tu te rends vraiment compte que t'es non seulement à l'étranger, mais dans un autre continent. C'est très très loin, même l'océan n'est pas le même. Non mais c'est ça. C'était incroyable. Et tu vas encore au Japon? Ça fait une éternité que j'y suis plus allée parce que la vie. Ouais, parce que la vie. Et que là, bon, c'est pas le meilleur moment pour y retourner vu les prix et le temps de trajet, mais j'ai hâte que ça redevienne un peu plus raisonnable pour y emmener ma famille. Mes enfants qui n'ont jamais vu le Japon pour le coup. Ah ouais? Oui. Ils ont quel âge tes enfants? 11 et 6 ans. Ah ouais, donc tu cumules aussi ce côté, c'est une triple casquette que tu as. Oui, il y a aussi, mère de famille. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Et si on revient un peu pour garder un petit fil conducteur avant d'aller dans les détails de certaines parties, donc là t'as fini tes études, ou plus ou moins? Je commence la traduction avant d'avoir fini mes études. Ah d'accord. Ouais. C'est une camarade de classe, une copine, qui est engagée chez Glénat, les éditions Glénat. Ok. En tant que secrétaire éditoriale. Donc c'est elle qui gère les traductions, les traducteurs. Et je dois être dans ma 4e année de japonais, il me semble. C'est elle qui me propose de remplacer une traductrice qui part en vacances, qui peut plus, sur un volume seulement. Qui était sur? C'était Pikachu Adventures. Okay. C'est un Pokémon shoujo. Donc mon tout premier titre, ça a été Pokémon. J'étais à fond dans Pokémon à l'époque. En plus. Ah ouais? J'étais trop contente. Incroyable. Et voilà, c'était vraiment ponctuel. Et après, j'ai fait un remplacement sur les 3 derniers tomes de Ranma 1,5. Parce que pareil, les traducteurs pouvaient plus s'en occuper. Et suite à ces 2 expériences, ma pote me dit « Bon, ça t'a plu? Tu veux continuer? Tu veux ta série ?» Je dis « Bon, ouais, écoute, c'était plutôt cool. » Et c'est comme ça qu'elle m'a donné ma première série que j'ai commencé depuis le tome 1. C'était Rave de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail. Sa première série. Incroyable. Et ensuite, j'ai eu Black Cat de Kentaro Yabuki. C'était ma 2e. Et ma 3e série était Dragon Ball. Ah ouais? Voilà. Mais non. Bah si. Incroyable. Retraduction de Dragon Ball. Tu devais être comme une folle. C'était très 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 stressant. Ah ouais? Parce que moi, à ma pote, je lui disais... Et tu sais, la traduction de Dragon Ball, elle a 10 ans maintenant. Il y a eu des petits soucis au début de censure, voilà, c'est pas hyper fidèle à la VO. Ce serait bien de la refaire, de la pousser du coude et tout. Et en fait, à un moment donné, elle me dit bon bah ok, mais tu l'as fait. Moi. C'était sur une réédition de Dragon Ball? Ouais, parce que la première sur les doubles volumes ou rien à voir? Non, ça a été ce qu'ils ont appelé la version Deluxe. C'était la première fois qu'elle était en sens de lecture japonais, avec les couvertures originales. Et la toute première édition était vendue en coffret de 2 volumes. Voilà. Et c'est toi qui avais fait ces 2 volumes. Et c'était ma traduction. Voilà. Je m'y attendais vraiment pas. Je tremblais quand j'ai commencé le tome 1. Enfin, voilà. Mais je me suis dit, après, si je le fais pas, je vais le regarder toute ma vie. Ça. Et puis, est-ce que c'est pas aussi... Est-ce que ça vous pas des portes d'avoir travaillé sur des mangas? Je connais pas tellement le milieu de la traduction, mais j'ai des amis qui sont en traduction également, sur du japonais. Oui. Et avoir des gros mangas comme ça se fait pas tant finalement. Enfin... Mais je pense que j'ai eu la chance d'être... Je suis pas la première génération de traducteurs de manga en France, mais peut-être la 2e. Et donc je suis là depuis pas mal de temps et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur une série comme Dragon Ball qui en plus de mon manga préféré est un manga encore une fois hyper culte et c'était pas aussi disputé à l'époque. Maintenant, là, je pense qu'à l'heure actuelle, s'il y avait un appel d'offres pour traduire Dragon Ball, ce serait terrible. Tu m'étonnes. Et c'est, à l'époque, c'est l'équivalent de maintenant une LEA que tu avais fait?
Je crois, ouais. Enfin, j'ai jamais su la différence parce que à l'INALCO, ils avaient leur propre nom. Ouais. Parce que LEA, c'est langue étrangère appliquée, Ouais, je c'est crois. ça. Et puis il y a aussi LLCE. Et je suis pas sûre. Parce qu'on étudiait la langue et la civilisation. Il y avait les deux aspects. Et ça, est-ce que ce côté civilisation, il n'y a pas un petit pattern aussi avec ton manga? J'ai l'impression que, je sais pas, il y a. Je trouve que dans ton manga Pilgrim, je saute un truc, je saute carrément tout dans la question, je saute un paragraphe. Mais dans ton manga, j'ai l'impression qu'il y a vachement ce côté mœurs de société, tu vois, genre hiérarchisation, enfin justement, ce côté un peu plus grec-romain. Oui, moi c'est grec, oui. Ouais, ok. Ouais. Et est-ce que ça a un lien avec tes études ou pas du tout? Non, je pense pas. Bon, le côté mythologie grecque et tout, alors ça c'est pareil, c'est depuis l'âge de 6 ans, encore une fois que je suis dedans, je suis complètement nerd de la mythologie grecque et c'est quelque chose que j'aime et qui est venu assez naturellement quand j'ai commencé à travailler sur mon manga. Et à côté de ça, je pense que ce qui me passionne, c'est la création d'univers. Je pense qu'on s'est tous pris pour Tolkien une fois dans notre vie. Et voilà, quand il y a des personnalités aussi inspirantes que peut l'être quelqu'un qui a bâti tout un univers, qui a fait une cosmogonie des langues pour aller avec, on veut tendre vers quelque chose comme ça. Et c'est bien parce que ça a marqué une transition. Peut-être qu'on reviendra après sur la partie traduction, mais quand tu as commencé ce métier de traductrice, à côté de ça, tu avais encore ce truc de te dire tu veux faire du manga, mais tu l'as peu à peu mis côté, tout en écrivant une histoire quand même. Oui, en fait c'est vraiment l'aspect dessin que j'ai mis de côté parce que c'était l'activité de dessin où il faut se poser et voilà, prendre du temps pour affiner sa technique graphique, je l'avais plus. Par contre, j'ai toujours profité du moindre petit temps de trajet d'un point à un autre pour réfléchir au scénario de mon manga et mettre à profit de construire les histoires dans ma tête, même si je pouvais pas les coucher sur papier. Et t'en gardes des notes de ça ? J'ai fait l'erreur de prendre très peu de notes parce que je suis quelqu'un qui stocke beaucoup dans mon palais mental. Mais c'est vrai que à partir depuis très récemment, depuis 2019, j'ai la fin de mon manga qui m'est apparue, alors que jusqu'à maintenant, je la laissais un peu vagabonder et il n'y avait pas trop de finalité. Et quand j'ai eu la fin, je me suis dit, c'est bon. Là, la boucle est bouclée. J'étais en vacances, donc c'était un moment... Attends, ça veut dire que de 2002 jusqu'à 2019, genre, dans ta tête, t'avais cette histoire qui revenait régulièrement. Bien sûr. Alors, j'ai pris des notes, mais tout est en vrac, rien n'est organisé, c'est des trucs mis les uns à la suite des autres. J'ai un fichier texte où il y a tout dedans, vraiment en vrac, c'est n'importe quoi, des trucs rapiécés. Et donc, à partir de cet été 2019 où je me suis dit, ok, j'ai le début, j'ai la fin, je suis rentrée à la maison, j'ai pris un cahier, j'ai dit, ok, les arcs, tac, 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 il va y en avoir tant, dedans il se passera ça, ok, c'est bon, c'est plié, Aerials, j'ai la structure. Et je fais quoi maintenant ? Ah oui, donc en termes de construction, d'organisation et tout, c'est vraiment un peu YOLO. Ah mais grave. Ok, et pourtant, c'est marrant parce que et je pense que... Je sais pas comment ils fonctionnent, les personnes comme Tolkien ou quoi, qui créent des univers complets, mais j'ai l'impression que ça se fait plus dans la tête que sur le papier, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que chaque auteur a sa façon de procéder. C'est vrai que je suis beaucoup dans ma tête. Parce que je crois que Renaud, c'est pareil. Il me semble que Renaud, je me trompe peut-être, mais sur des interviews que j'ai eues lui, il disait qu'il était très spontané dans son écriture et qu'il n'avait pas tout écrit à l'avance, les moindres détails. Mais c'est vrai, faut pas tout écrire. Et surtout pas les dialogues, j'ai envie de dire. Les dialogues, ils viennent en fonction de la scène qu'on est en train sur laquelle on est en train de travailler. Ouais. Voilà. Et en tout cas, c'est comme ça que ça marche chez moi. Et est-ce que tu t'es quand même dit, tiens, je veux que mon personnage principal, il ait ce trait de caractère-là En fait, les personnages, t'imagines, en plus de 20 ans, ils ont tellement changé. Ouais. Ouais, forcément. Ils ont évolué avec le temps, avec la maturité, mais c'est vrai que j'avais presque 20 ans quand j'ai commencé.
j'ai encore des storyboards de l'époque et c'est très 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 cliché. Ah ouais? Ouais. Les personnages ils sont très binaires et j'espère avoir réussi à avoir apporté un peu plus de profondeur à mes personnages au fil du temps, justement en travaillant dessus, en essayant d'enrichir leur caractère, leur background, tout ça. Voilà, je croise les doigts. Parce que on n'en a pas parlé. Mais peut-être que j'ai sauté une étape et je m'en excuse, mais peut-être qu'on peut pitcher Pilgrim. Ah oui, c'est vrai. Donc Pilgrim, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Il est orphelin et il arrive dans un pays qui était en guerre contre le pays d'où il vient. Donc il est considéré comme un ennemi, comme un étranger, et il va être condamné à mort. Mais il est sauvé in extremis par le chef d'État de ce pays, qui voit en lui un haut potentiel pour la magie. Et qui va lui proposer d'entamer une formation pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques. Sauf que dans cet univers, les pouvoirs sont donnés par les dieux. Donc il y a 4 divinités qui sont inspirées de la mythologie grecque, évidemment. Et le héros, il vient d'un autre pays, il n'a pas la même religion. Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier du soutien des dieux ? Ouais, c'est ça. Et tu mets beaucoup en avant, je trouve, dans ce manga, le côté l'acceptation d'un étranger à tous les moments de l'histoire, que ça soit au début par les enfants qui vont lui jeter des pierres, ou plus tard par les, je connais pas leur nom, mais les mythes. Les mystes, oui. Les mystes, qui sont un peu les formateurs, les grands mages du pays. C'est ça. Et qui vont avoir aussi du mal à l'accepter parce qu'ils voient en lui un danger plus qu'un potentiel. Là, c'est ça. Là où le chef d'État va essayer d'être plus rond. Voilà, de voir les avantages plus que les inconvénients. On va dire que la thématique globale, non seulement de Pilgrim, mais de mon manga principal aussi, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter, donc ça va être les discriminations en général. Donc c'est vrai que dans Pilgrim, comme le héros vient d'un autre pays, on est parti plutôt sur le racisme. Il y a malheureusement pas mal d'autres sujets dans ce thème de l'intolérance et des discriminations que j'aurai l'occasion de développer un peu plus tard aussi. Mais voilà, et surtout, j'essaye de faire une histoire qui sera... où il n'y a pas de côté manichéen, et essayer de voir les deux côtés à chaque fois. Moi, ce que je vise, surtout dans les réactions des personnages et tout ça, c'est le réalisme, on va dire que le tout soit crédible et se dire voilà, tel personnage il réagit de telle manière, oui, dans la vraie vie ça pourrait se passer comme ça aussi. Ça. Il peut paraître pour un méchant, mais en vrai si tu te mets par exemple à sa place ou d'un autre point de vue, c'est pas lui le méchant. Voilà. Typiquement, si on reprend l'exemple des Miss, je le prononce peut-être mal. Mist, oui. Mist. Eux ils veulent juste le bien de leur pays, mais du coup ils ont des actions qui sont mauvaises envers le personnage principal. Du coup, ce genre de choses. Oui. Et c'était quelque chose d'important pour toi d'être un peu, je sais pas si on peut dire engagé, mais de parler de vrais sujets comme ça. Encore une fois, on parle de ce qui nous touche, je pense, et j'ai pas du tout envie d'avoir un discours militant ou quoi que ce soit. Je veux juste exposer des faits, de choses que j'ai pu constater, par exemple, dans la vraie vie, mais transposées dans un univers de fiction. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Je trouve que les propos peuvent avoir une portée supérieure, ou du moins différente, si on ancre le tout dans de la fantasy, en l'occurrence. Pouvoir avoir un discours un peu plus universel sur tout ça. Et les rendre un peu moins dramatiques, peut-être, je sais pas. Oui, aussi, ouais. Je veux garder de la légèreté malgré tout. On n'est pas... Il y a aussi de la magie, il y a aussi... c'est du shonen. C'est marrant, c'est du divertissement. T'as un discours qui est super proche de celui de Jigito, je trouve. C'est vrai, ouais. Mais oui, c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec Jiggy. On a vraiment des visions très proches. Mais ce qu'il disait dans l'épisode, c'est que Akimbo, c'est aussi ça, c'est... parler de sujets comme ça, qui le touchent et tout, mais tout en gardant beaucoup de légèreté, en gardant de l'humour, et Akimbo, en vrai, c'est super drôle. Je pense que c'est important, parce qu'on veut aussi essayer de toucher un large public, donc faut apporter du divertissement au lecteur. Ouais, de ouf. Et autre point commun, et ça fait une super transition, c'est que vous êtes tous les deux en auto-édition. Oui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu 2002 à 2020. Ouais. T'étais dans une réflexion, le dessin a peu à peu disparu, entre guillemets, jusqu'à 2020,
Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu la fin de l'histoire? Oui, voilà. Et ça a été vraiment l'enchaînement. À la fin de l'histoire, je me suis dit, allez, maintenant, j'en ai marre. Je te dis, quasiment la crise de la quarantaine, faut y aller. Prendre des actions, ouais. Voilà. Mais je voulais pas commencer par mon manga principal parce que, justement, beaucoup trop de lacunes en dessin. Et comme il aura j'espère, un ton un peu plus sombre. Je voulais pas que mes maladresses graphiques desservent mon propos et que, par exemple, une scène qui pourrait être poignante, bah, elle est trop mal dessinée, du coup, elle devient grotesque, tu vois, ce serait vraiment dommage. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer en attendant? J'ai pas envie de parler d'autre chose, voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah, tiens, voilà, un préquel. Petit préquel, voilà. Pilgrim, allez. On teste, et vraiment j'ai pris ça comme ce sera mon manga d'entraînement, à tous les niveaux. De dessin, mise en case, parce que le dernier manga que j'avais dessiné, c'était en 99, une histoire courte de 30 pages. Voilà, c'était ma seule expérience. 20 ans d'écart. Ça fait plaisir. Et donc j'ai commencé le storyboard en février 2020 et là, clac, confinement. Ah bah j'ai du temps là tout d'un coup. Donc ça a fait un peu catalyseur ça aussi, où j'ai vraiment passé mes soirées. J'ai l'impression que 2019-2020 c'est vraiment les années où il y a beaucoup de mangaka qui ont pris le stylo pour dessiner, quoi. Mais pas que les mangaka, il y a eu ça. C'est vrai. Éclore beaucoup de projets, j'ai l'impression. C'est ça. Mais tu vois, si tu prends même pour citer les précédents invités, Ziad ou Senshiro, pareil, c'est de 2019 à peu près que leur manga il débute, donc c'est incroyable. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où vous avez c'est une année magique. Tu sais. Il y a peut-être eu un effet aussi où on voit de plus en plus de mangas français sortir. Et on se dit, ah bah ça y est, peut-être que le marché est mûr ou qu'il y aura un peu moins de préjugés sur le manga français, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas facile. Et puis, on en arrive donc, en 2020, donc tu as écrit ton histoire, et là, tu te dis, j'aimerais bien l'avoir en objet papier. Enfin, c'est quoi ta réflexion? En plus, c'est pas venu de moi, parce que moi, comme je viens de te le dire, Pilgrim, c'était un manga d'entraînement. Je l'ai publié à chaque fois que je finissais un chapitre, je le mettais en ligne sur mon site sur ton site qui est arlsmanga.com. Voilà, on mettra le lien dans la bio. Ok, super. Et en me disant, ça va passer inaperçu, c'est pas grave, moi je fais ça de mon côté, ça me fait une première expérience. Et il se trouve que au fur et à mesure que je postais les chapitres, il y en a 6 en tout, et les lecteurs arrivaient petit à petit et ça a commencé à former une mini communauté. Oui, bon c'est étonnant, mais c'est cool si les lecteurs arrivent à passer outre encore une fois les faiblesses graphiques et à quand même accrocher à l'histoire. Et c'est déjà un gros point positif. Et quand j'ai fini de poster les 6 chapitres, on a commencé à me demander est-ce qu'il y aura une version papier, tout ça. Et moi j'avais absolument pas anticipé. C'est quand je dessine en tradi, encore une fois. Donc quand on dessine sur papier et qu'on veut faire imprimer après, il faut prendre des marges. Voilà, sur ton papier, tu prends un gabarit et tu évites de dessiner sur toute la surface de ton papier, parce que sinon à la coupe après ça va être coupé. Et moi j'avais pas fait ça du tout. Puis même il y a quand tu redimensionnes la feuille, tout ça, ça peut couper, ça peut déformer, etc. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit bon, c'est un manga d'entraînement, on va s'entraîner jusqu'au bout. On va s'entraîner au financement participatif et à l'impression. Comme ça, c'est le crash test ultime. le meilleur des crash tests, parce que pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Mais grave. Mais j'ai passé un temps fou à redimensionner mes planches que j'avais scannées et tout, rajouter des marges, redessiner des fonds perdus. Là, pour le coup, j'ai tout fait en numérique. Donc, tu as numérisé toutes les pages que tu avais créées. Elles étaient déjà scannées parce que donc elles étaient sur ton site. En ligne. Les 206 pages, je crois. Oui, il y en a à peu près 210, un truc comme ça. C'est pas mal, déjà. Je me suis un peu enflammée sur la prégination. Et à partir de là, j'ai essayé de sauver les meubles pour faire un truc pas trop déconnant au niveau des marges. Et au final, je trouve qu'il n'y en a pas assez.
Mais bon, ça c'est pareil. Des marges ? Des marges, je trouve qu'il n'y a pas assez de blanc autour. Mais bah voilà, c'était un test. Je saurai pour la prochaine fois comment vraiment dimensionner ma planche pour que ce soit nickel à l'impression. Et voilà, on a lancé ce crowdfunding, cette campagne de financement participatif sur Ulule. Pour reprendre sur le fil, c'est quand même fou parce que tu étais quand même toute seule sur cette campagne. Donc il y avait des contreparties à mettre, des paliers à fixer. Et comment tu t'es organisée pour ça? S'il y avait une organisation. Oui, j'ai essayé pour le coup de préparer tout ça en amont parce que j'avais participé à pas mal de campagnes Ulule, donc j'ai pris modèle sur ce qu'ont fait les autres. Ouais. Et j'avais entendu dire que c'était énormément de travail, que on se laissait très très vite déborder par la situation. J'ai un ami qui est éditeur de jeux de rôle et qui fait quasiment que ça, des campagnes de financement participatif pour ses œuvres à lui. Donc il m'a donné plein de conseils et tout. Et après, c'était juste eux s'amuser, à se dire bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans les packs, quelle contrepartie je vais proposer, et puis ensuite, si jamais ça dépasse le goal de 100%, est-ce qu'on fait des petits goodies, est-ce qu'on s'amuse à faire, moi j'adore les goodies. Ouais, mais je vois les petits porte-clés et tout derrière. Oui, j'en ai des tas. Donc je me souviens que sur Instagram, j'avais demandé aussi à mes abonnés, qu'est-ce que vous aimeriez si jamais on fait une campagne et tout. Donc j'avais noter toutes les idées, et puis après on fait des devis. Voilà, on passe des mois et des mois à faire des devis pour l'impression du manga, pour la fabrication des goodies. On voit tout ce qui peut rentrer dans le budget, et j'ai essayé de faire un plan pour perdre le moins d'argent possible. Oui, parce qu'il faut dire que on est sur une campagne Ulule participe, enfin une campagne c'est Ulule participative qui avait un objectif de 300 €. 300 €, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, donc, pour donner un ordre d'idée, c'est vraiment pas beaucoup. Non, 300, c'est ridicule. Mais alors à la base, j'ai demandé donc un devis pour l'impression des mangas. Avec une qualité basique, parce que après j'ai fait rajouter la jaquette et tout, mais donc voilà, j'ai demandé le prix pour juste faire imprimer le manga en qualité standard, et donc j'ai eu un devis qui était aux alentours de 600 €. Et je me suis dit, bon, je vais mettre le goal à 500 €. Comme ça, voilà, ça fait rond. Et mon mari m'a dit, non, mais t'atteindras jamais les 500 €, ce serait dommage, mais plus bas. Et je me suis dit, bon, allez, le devis est à 600, je vais mettre 300, comme ça, si je dois rajouter l'autre moitié de ma poche, c'est pas grave, et j'aurai quand même mes tomes imprimés. Voilà. Faut préciser juste que, en gros, sur Ulule, quand on n'atteint pas l'objectif, la cagnotte, elle est de redistribuer à ceux qui ont participé. Voilà, tout est annulé, les gens sont remboursés. Et d'où la justification d'avoir mis bas pour être sûr d'atteindre l'objectif et d'avoir une version papier. Donc c'est pour ça que le premier goal a été très 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 bas, et que du coup ça a explosé assez vite, et on a débloqué. Mais du coup c'était super parce que c'était très intense. On a débloqué plein de paliers, on a fait plein de goodies. À la fin j'avais même plus d'idées. Je demandais à mes amis, après au secours, j'ai tout dépensé. Et là qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai un pote Kinzo que je salue. Il me dit allez on fait un hardbook. Ok, allez, un hardbook c'est bien. Mais c'était tellement dans le feu de l'action, et voilà, c'était le palier ultime. Et c'était un palier quand même à 2000%. Mais oui. Des cagnottes qui atteignent 2000%, il n'y en a pas mis. C'est n'importe quoi. Mais c'était hyper marrant au final. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que t'étais quand même sur une base de est-ce qu'on va atteindre les 300 €, machin, tout ça. Et finalement, t'arrives à. C'est 6000 et des brouettes. À peu près 6000, mais presque 200 contributeurs, c'est. Ouais, j'ai eu 165 contributions, et pour un projet qui sort de nulle part, quoi. Ouais, parce qu'à la base c'était un crash test, comme tu dis. Oui. Donc hâte de voir ce que ça donne quand ça va pas être un crash test. Mais franchement j'ai hâte de m'améliorer en dessin et pouvoir proposer quelque chose de plus quali. Parce que là j'ai un peu honte. Ça te frustre. Oui, alors je me dis bon, les lecteurs sont gentils,
au moins la narration, ça accroche pas trop et on arrive à suivre l'histoire, mais les dessins, c'est ni fait ni à faire. C'est pour ça que je suis en auto-édition aussi. J'ai même pas essayé d'aller proposer ça à un éditeur. Ouais, c'est une question que j'avais aussi parce que finalement, tu traduis tellement de mangas, enfin je veux dire par exemple là on voit peut-être un peu dans le fond Diane qui est Seven Deadly Sins que tu as traduit, la suite, enfin t'as des contacts chez les maisons d'édition. Bien sûr, oui j'ai plein, mais j'ai même des amis. Hein. Et d'ailleurs c'est grâce à une amie qui est fabricante, enfin qui était fabricante, donc qui a eu beaucoup d'expérience dans vraiment la fabrication du livre, qui maintenant elle travaille plutôt dans l'édito, qui m'a donné des tas de conseils pour imprimer mon manga. C'est un autre de mes meilleurs amis qui est maquettiste chez Glénat qui m'a fait toute la maquette. Enfin, voilà. Si je voulais vraiment demander aux éditeurs chez qui je bosse T'aurais de quoi transmettre ton dossier. Voilà, je sais à qui m'adresser. Ouais. Et j'ai même des amis qui travaillent chez des éditeurs pros qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne nous montres pas ce que tu fais ?» Et je dis « Mais parce que je sais ce que vous allez dire !» Je viendrai vous voir quand j'estimerai que je vous fais pas perdre votre temps. Donc t'as cette ambition d'aller chez un éditeur pour la suite ? C'est pas forcément une porte fermée. Là pour mon deuxième one shot, donc voilà, après Pilgrim, je vais en faire un deuxième. Oui, sur Twitter il y a marqué le nom et point d'interrogation pour la date, c'est marrant. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai le scénario, j'attends de pouvoir me mettre au storyboard dans les prochains jours, j'espère. Voilà, parce que encore une fois, niveau dessin, c'est pas encore éditable. Et ensuite, pour mon projet qui me tient vraiment à cœur, donc celui sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans, le fameux Aerials, on va voir. Parce que l'auto-édition, c'est super. Mais c'est aussi énormément de boulot. Il faut avoir plein de casquettes différentes. C'est ça, tu peux pas te concentrer uniquement sur le dessin, le storyboard, tout ça. C'est ça. Mais ensuite, là où je vais être assez intransigeante, c'est que moi, j'ai pas envie d'avoir du succès dans le manga. Moi, j'ai vraiment envie de raconter cette histoire-là. C'est celle-là qui me tient à cœur. Et j'ai pas envie de faire des gros compromis sur le scénario pour cocher les standards éditoriaux de telle ou telle maison d'édition. Et ça va peut-être pas être des sujets qui vont faire l'unanimité. Je sais pas. Donc, moi, ce que je mettrais toujours en priorité, c'est mon scénario. Voilà. Après, j'ai l'impression que les maisons d'édition en France, elles sont quand même relativement ouvertes. Enfin, quand tu vois, par exemple, Onera chez Kana, franchement, si tu pitches le scénario, il y a pas grand-chose qui vend dedans. Alors que pourtant, c'est incroyable. Ouais. Et donc, je trouve qu'il y a quand même une ouverture d'esprit qui a l'air un peu différente de celle que tu peux voir, par exemple, en lisant... le manga de ceux qui ont fait Death Note, Bakuman. Bakuman, oui. En lisant Bakuman, t'as vraiment cette impression que l'éditeur est une clé qui te sert, tu vois, et qui te dit faut que tu t'ailles dans cette direction, J'ai l'impression qu'il y a un peu moins ça en France. Après, je me trompe peut-être, je suis pas dans l'édition, donc je sais pas, mais... En France, il n'y a pas le rôle du responsable éditorial, le Tantoro, à la japonaise, qui vraiment a une relation très étroite avec l'auteur. Ils font des réunions quasiment toutes les semaines pour vraiment parler du scénario et tout, et qui va pouvoir réorienter. On parle toujours de Torishima avec Dragon Ball, Dragon Ball ça marchait pas au début, tout l'arc de la quête des Dragon Ball et tout, franchement ça n'avait pas beaucoup de succès, et le responsable éditorial de Toriyama lui a dit bon, mets un tournoi d'arts martiaux. Et c'est à partir de là que ça a décollé. Donc voilà, en France, il n'y a pas encore ce rôle-là du coach, entre guillemets, qui va prendre la température vraiment en temps réel du public et réorienter le scénario. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas cette parution hebdomadaire. Il n'y a pas, voilà, c'est ça, il n'y a pas de prépublication. Et il y a aussi une grande tradition plus française on laisse l'auteur maître de son histoire. C'est ça. Et tu penses que c'est, sans dire blanc ou noir, mais c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi ?
c'est compliqué parce que moi, avec mon caractère à la noix, je sais pas si je supporterais une grosse intrusion à la japonaise dans mon histoire ou qu'on me dise bon bah là non ça va nulle part, t'inquiète. Et puis c'est pour ça que t'es pas parti au Japon être mangaka. Peut-être. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il est indispensable d'avoir des retours critiques sur son scénario. Enfin, moi, j'ai 2 personnes à qui je fais systématiquement relire tout ce que je fais, voilà, mes référents. Donc, il y a le monsieur qui ne croyait absolument pas en ma campagne Ulule, petit 1, et mon coach qui s'appelle Oborognon et que je salue encore une fois, qui est vraiment intraitable, aussi bien sur le dessin que sur le scénar, et qui va pas me ménager du tout. Alors des fois c'est très dur, mais ça permet de me remettre en question à chaque fois. C'est l'ego qui doit dire bon allez. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux, c'est que au final, ce soit intéressant pour le lecteur. Donc il y a pas moyen que après c'est un dosage à faire aussi. Des fois il me dit bon ça va pas. Je dis bah ouais mais moi j'ai vraiment envie de le faire comme ça, donc c'est pas grave, on y va. Lui aussi il s'est écouté et... Voilà, c'est ça. Mais au moins ça fait un avis extérieur, et c'est vraiment c'est crucial, parce que encore une fois un scénar sur lequel que j'ai dans la tête depuis des décennies, bah j'ai plus beaucoup de recul, mine de rien. Dans le guidon, ouais. Il y a des choses qui sont ancrées et que je remets plus en question. Et lui il arrive, il me dit bah ouais mais pourquoi c'est comme ça? Ah bah oui en fait, je m'étais pas posé la question, faudrait peut-être que je creuse ce point-là. Voilà, c'est génial. Et là, sur la partie avant, quand tu as expliqué le cheminement pour la campagne Ulule, il y a plusieurs points que tu as mentionnés, dont des conseils qu'on a pu te donner. Est-ce que c'est des conseils que tu pourrais partager à l'auditeur Oui, bah vraiment... tenir un cahier très avec les points, et c'est ce que j'ai fait moi. Pourtant je suis très désorganisée habituellement. Là j'ai tout noté, toutes les étapes à faire les unes après les autres. Donc commencer par le devis pour savoir sur quelle base, sur quel budget partir. Ouais, donc là t'as été sur internet, t'as trouvé un imprimeur. Voilà. Ok. C'est ça, il y a des devis en ligne. Si vous voulez avoir une idée, il y a le site de Pulsio Print qui a vraiment un formulaire avec plein d'options, et on a le devis très vite. Voilà, je ne suis pas passée par eux au final, parce que pour mon petit nombre d'exemplaires, au final j'en ai fait imprimer 400 exemplaires. Mon ami donc, qui travaille dans l'édition m'a donné le contact d'une imprimerie qui s'appelle Nouvelle Imprimerie La Ballerie, qui est spécialisée dans les petits tirages, donc qui a pu me faire vraiment un devis encore plus bas. Et c'est pour ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Comment je peux avoir un tarif à 7,95€ le tome alors que je suis en auto-édition? C'est grâce à cette imprimerie qui a fait vraiment un prix par volume très très raisonnable pour un si petit. Parce qu'il faut savoir que en impression, c'est les premiers exemplaires qui sont les plus chers. Et c'est hyper dégressif. En 10 000, par exemple, ça vaut quasiment plus rien. Ouais. Et voilà, donc quand on arrive à avoir un bon prix sur un petit tirage comme ça, on peut se permettre de faire de la marge, mais de rester à un tarif qui est assez proche de ce qui se fait dans le commerce. Et pour moi, c'était important de pouvoir dire bon bah voilà, mon manga ressemble à un manga du commerce et il est à peu près le même. J'ai l'impression que t'as jamais eu ce côté à te dire je vais faire des sous ou quoi que ce soit avec mon manga. Je pense que la personne qui se dit je vais devenir mangaka et je vais devenir riche, c'est pas le bon. Je suis d'accord, mais tu vois, tu peux quand même espérer en tirer un petit quelque chose, un petit complément ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que toi, c'était vraiment pour l'expérience que tu as été faire les choses. Exactement. Là, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Je veux créer une communauté. Et je veux recruter de plus en plus de lecteurs qui vont connaître mon histoire. Donc je veux que ce soit abordable. Et non, c'est vrai que pour le moment, comme en plus j'ai mon travail de traduction à côté, c'est pas du tout l'accent que je vais mettre là-dessus. Je sais déjà, les auteurs pros le disent, c'est difficile de gagner sa vie dans la bande dessinée, dans le manga. Donc
Donc je sais que là, ouais. c'est pas, Du c'est coup, pas tu un t'es dit, métier où on gagne de l'argent. Là, tu y vas pour créer ta communauté. Oui. De toute façon, moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout en France, le fait d'avoir une communauté dans le manga, ça aide aussi à être périn dans tes histoires. Tu vois, de savoir que tu as des gens qui te lisent, etc. C'est important. Oui. Et bien beaucoup qui lisent aussi parce qu'ils sont attachés à l'auteur. Tu vois. Ah oui, peut-être. Enfin, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où ils vont être curieux de voir ce que fait l'auteur plus que voir ce qu'est l'histoire. Bah, moi, pour le coup, mon objectif, ce serait plutôt que les gens s'attachent à mes personnages. C'est parce que je vais toujours travailler dans le même univers et c'est ça. Je voudrais créer du lien entre les lecteurs et mes personnages. Et juste pour revenir aussi, on me fait souvent la réflexion, pourquoi avoir mis toute mon histoire en ligne gratuitement alors que je propose un tome payant après? Très bonne question, j'ai même pas posé. Et il y a plein de gens qui me disent, mais c'est te tirer une balle dans le pied, les gens ils vont jamais acheter s'ils peuvent lire gratuitement. Et en fait, j'ai constaté plutôt l'inverse. En convention, à chaque fois que les gens hésitent et tout, je leur donne un flyer, j'ai dit, bah écoutez, vous pouvez aller voir, vous vous faites une idée, et puis... Et à chaque fois, ils reviennent en disant « Ah bah j'ai bien aimé, je veux bien la version papier ». C'est pas la même chose d'avoir le manga imprimé que de lire en ligne. C'est un peu ce côté collection, tu vois. Oui, et surtout en France. On a une grande tradition avec posséder l'objet déjà. Il y a les petits bonus à la fin du volume. C'est ça, le faire dédicacer, voilà, tu vas dire exactement. la dédicace de l'auteur, machin. Non, c'est grave cool. Et donc c'est tout ça pour résumer que je suis vraiment dans un objectif de faire connaître. Donc oui, Pilgrim reste disponible en ligne gratuitement, même s'il y a le volume relié. Il y a même, j'ai mis le lien à la fin, une fois qu'on a terminé la lecture en ligne, si vous voulez acheter le tome papier, voilà, il y a la boutique. Voilà. Je dis ça comme ça. Ouais. Ok, trop cool. Et à côté de ça, comme tu le disais, tu fais aussi des conventions. Oui. Et du coup, là, pareil, c'est parce que t'as un beau stand. Généralement, t'as même un petit habit qui va avec. Ah bah j'essaye. Hein. En plus, je reviens de Grèce là, donc j'ai acheté des robes pour le stand. Trop bien. Ouais. Et c'est toi qui as fait tout ce stand de A à Z ? Bah oui, après j'ai pas énormément de trucs. Les conventions, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis des années et des années. Je m'y suis mise depuis un peu plus d'1 an là. Et au début, j'ai partagé la première fois, j'ai partagé le stand avec une amie artiste qui s'appelle Lao, qui fait un super travail. Tire à voir, c'est génial. Ça. Okay. Et c'est elle qui m'a donné des conseils. Ah, ce serait bien d'avoir le roll-up, une affiche de 2 mètres de haut. Je dis ah oui, c'est ok. Bon, on va faire ça. Et puis petit à petit, on rajoute de temps en temps une petite déco pour le stand. Et t'essaies en termes de présence sur les salons, t'as un objectif ou tu fonctionnes au feeling Là, pour le moment, c'est vraiment au feeling parce que encore une fois, je débute. Avant, j'avais rien à vendre en termes de bouquins. Et là, je vois depuis le mois de juillet, là où j'ai vraiment les tomes de Pilgrim, ça n'a rien à voir. Et puis, c'était un objectif sur la campagne, je crois qu'il y avait un stand à Japan Expo. Oui, l'upgrade du stand à Japan Expo. Où du coup, on a fait des petites animations et tout. C'était bien sympa. Ça m'a fait rire de voir l'évolution des contreparties. Ça, c'est pareil, c'est un ami qui m'a donné cette idée-là. Parce que jamais ça me serait venu, mais j'ai vraiment rameuté tout le monde. En discutant avec les gens. Mais oui, des gens qu'on a déjà fait, qui ont vu ce qui marchait et tout. Il ne faut pas hésiter à vraiment... il faut s'entourer, c'est ça. Moi, c'est vraiment depuis que j'ai mon coach, dont j'ai déjà parlé, au Borognon, et ensuite mon petit... Ton cercle de... Ouais, un cercle d'amis, Anemine, les auteurs de Ichigo Stories, Kingyo qui va bientôt sortir Smile chez Doshin Edition. Voilà, et ça fait une très bonne émulation. On se montre nos travaux, on fait des retours. C'est hyper important de ne pas rester seul dans son coin, montrer ses travaux et puis avoir des retours dessus. Ok, je vois. Et tu as parlé à plusieurs reprises d'un coach. Est-ce que tu peux expliquer un peu, parce que moi ça m'intéresse donc. Il fait un peu le travail du tanto à la japonaise. Mais c'est quoi cette relation ? Enfin, comment est-ce que c'est venu ? Comment c'est venu ? Un peu naturellement, parce que
En fait, c'est l'une des premières personnes qui m'a dit « Ah, mais ce que t'écris, c'est bien, ça m'intéresse, faudrait que tu t'y mettes. » Et après, j'ai eu une résistance mentale pendant quelques années en mode « Non, j'y arriverai jamais, machin, de toute façon, j'ai pas le temps, blablabla, je veux rien entendre. » Et puis, au fur et à mesure, on s'est mis à faire des petits projets ensemble aussi avec lui. Et puis, bah, ça m'a mis le pied à l'étrier, mine de rien. Et lui, donc, il a un niveau beaucoup plus avancé que moi. Il dessine vraiment très, très bien. Lui est dessinateur ? Oui, il est dessinateur. Mangaka ou pas du tout ? Il a encore rien sorti et ce serait bien qu'il s'y mette, lui aussi. Mais bon, c'est pareil de son côté, la résistance mentale est assez forte. Ah ouais. Alors que honnêtement, il a un niveau de fou. Mais bon, voilà. Mais du coup, il se sert de ses expériences pour me faire des retours à moi parce que ça se voit qu'il a vraiment envie que je progresse et que quand on s'est rencontrés, il a vu qu'il y avait une grosse frustration en moi. C'était dur de pas l'avoir. Et voilà, et depuis, il m'aide en me donnant des conseils. À chaque dessin, il me les corrige. À chaque fois que je lui raconte mon scénar, il me dit bon bah ok, c'est sympa, mais là, je comprends pas pourquoi tel perso il fait ça, et puis il faudrait penser à ci. C'est le regard extérieur dont tout le monde aurait besoin. Et en plus, il est très très exigeant et il laisse rien passer. Et donc, ça n'a pas pris, vraiment. Ok. Et du coup, tu l'appelles coach. Bah oui, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de tonto en français. C'est bien, c'est marrant. Voilà. Mais je te dis, c'est cool, en vrai, c'est trop cool. Et il y a un truc que tu viens de mentionner. Moi, j'aime bien rebondir sur ce que tu dis. Du coup, j'ai absolument pas du tout suivi ma feuille depuis le début. Mais c'est pas un souci. Tu parlais d'une frustration et tout que t'avais. Tu te sens mieux depuis que t'as commencé à... Ça n'a rien à voir. Il y a un jour et une nuit. Ah ouais, bah c'est comme si j'étais en apnée et puis je respire de nouveau, vraiment. Et alors c'est un peu insidieux parce qu'il y a un peu le syndrome de plus j'en fais, plus j'en veux davantage. Mais il faut être raisonnable temps aussi. Libre. Parce que... Donc voilà, il faut quand même que je garde de la traduction parce qu'il faut manger. Mais si d'un coup de baguette magique on me disait bon c'est bon, t'as plus besoin de gagner d'argent et tu peux dessiner toute la journée, mais voilà, moi je veux ça, je veux cette vie. Parce que ça amène à un point dont je t'ai dit que j'aimerais bien parler avec toi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu es organisé justement pour cumuler cette triple activité maman, auteur, traducteur? Bah je dors plus. Voilà. Ok, c'est cool. Non, c'est faux. Non, c'est faux, parce qu'en plus, j'arrive à un âge où je peux plus me permettre de pas dormir. De pas dormir. Je le faisais avant, hein. Ah ouais. Je prenais sur mon sommeil, et même pour Pilgrim, hein, parce que j'étais pas encore organisée comme maintenant, donc je travaillais vraiment que en soirée. Après mes journées de boulot de traduction, hop, je couchais les enfants et je me remettais sur mes planches. Et je l'ai fait pendant 2 ans et j'ai vu que ma santé mentale était vacillante. Et malheureusement, oui, je commence à avoir des symptômes de stress qui se manifestent physiquement. Encore une fois, tu dors pas assez. Voilà, je dors pas assez, la fatigue me plombe. J'ai 42 ans, je peux plus faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans, malheureusement. Mais bon, voilà, du coup, faut s'organiser autrement. Et voilà, actuellement, c'est plutôt cool. Je fais mes journées de traduction le lundi, mercredi et vendredi, et mes journées de dessin le mardi et le jeudi. Donc j'ai encore moins de dessin que de traduction. J'aimerais bien, peut-être courant 2023, pouvoir passer vraiment moitié-moitié. Ce serait déjà une étape qui serait symbolique, on va dire. Et voilà, et je garde les soirées, les week-ends pour m'occuper de mes enfants et avoir un petit peu de loisirs. Alors, le loisir, ça peut être regarder des tutos dessins le soir, hein, mais voilà, juste ne plus me mettre autant de pression, parce que c'est vrai que pour Pilgrim, je m'en étais mis beaucoup et c'était pas toujours facile à supporter. Et t'arrives justement à, comment dire, à vraiment te dire sur ces jours-là je dessine, sur ces jours-là je traduis et sur ces jours-là je m'occupe de ma famille, et enfin, des fois ça s'empiète pas un peu les uns sur les autres? Bien sûr, c'est jamais parfait. Il y a des week-ends où je vais devoir rattraper une traduction, ça m'arrive
beaucoup moins souvent qu'avant, mais voilà. Mais tant que ça reste de la zone tampon, comme ça, et pas systématique, bah c'est beaucoup moins dur à supporter, on va dire. Et non, je pense que là, j'ai trouvé un équilibre qui est vraiment pas mal, et il faut vraiment que je m'y tienne, parce que c'est vrai que le dessin, encore une fois, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, et c'est quelque chose dans lequel je prends énormément de plaisir, donc on va dire que c'est un travail passion. J'adore la traduction aussi, mais ça fait 20 ans que j'en fais, et c'est vrai que je pense être allée au bout voilà. T'as fait le tour. J'ai fait le tour. Donc maintenant que je me suis vraiment remise au dessin et que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, bah oui, comme je disais, j'en veux toujours plus. Mais j'ai une espèce de petite voix dans ma tête qui me dit oui, mais attention, c'est ta passion, et voilà, ce qui est vraiment sérieux, c'est la traduction, donc faudrait voir à pas trop empiéter là-dessus. Mais bon, heureusement, j'ai mon entourage sur qui je peux compter, qui me soutient. Mais c'est déjà bien que tu arrives à dégager des jours, tu vois. Même si t'es pas encore à plein temps ou quoi que ce soit, le fait que tu arrives à te dégager des jours pour travailler sur Pilgrim, pour travailler sur les mangas qui vont arriver, etc., c'est une très bonne chose. Rien que l'année dernière, j'avais un jour par semaine, là j'en ai pris 2, alors qu'il y a encore quelques années, je trouvais ça irréalisable de me ménager des jours pour faire autre chose que de la traduction. J'ai toujours travaillé sur 20 séries en même temps. J'étais vraiment à plein temps, à 400% dans la trad, et le processus de lever le pied, il s'est levé lentement, mais il a fallu du temps, mais ça s'est enclenché, fait. Voilà. Et justement, quand tu es traductrice, est-ce que ça marche par mission? Enfin, c'est par tome, en fait. Ok. Ouais. Par tome, donc oui, mais t'es pas employé d'une maison d'édition. Ah non. C'est on est indépendant. Oui, c'est donc ça. C'est le statut d'auteur. Alors traducteur, c'est pareil que mangaka ou photographe, écrivain. Okay. C'est artiste-auteur. Et donc on est freelance, et on travaille. Les maisons d'édition, c'est nos clients entre guillemets. Donc voilà, on n'a pas d'exclusivité avec une maison d'édition. On peut travailler pour plein d'éditeurs à la fois. Bah, trop cool. Ouais. Je crois qu'on a fait déjà un beau tour des questions. Il y a quand même une question que je voulais te poser, parce que je la pose jamais celle-là. Okay. C'est vraiment pour toi spécifique. C'est je sais que t'aimes bien les restos japonais et tout. Oui. À Paris, tu conseilles lequel? Genre, t'en as... Si tu dis, vas-y, moi je suis un petit... je viens de Lyon, je viens à Paris et tout, j'ai envie d'aller manger dans un resto japonais, je vais où? Alors ça dépend ce que tu as envie de manger, parce que pour le coup c'est assez cloisonné les restos japonais. Si tu veux des ramen, ça va être restaurant de ramen. Si tu veux des sushis, ça va être que des sushis. Moi je suis pas trop sushi, je suis plus ramen. Ok. Je vais où? Alors pour les ramen, je te conseille Dosanko Ramen, qui fait l'angle donc de la rue Sainte-Anne et l'autre rue, j'ai plus le nom, mais je regarderai, tu pourras afficher, sur le... voilà, comme ça. Et vraiment, Dosanko Ramen à Paris, c'est celle qui me donne le plus l'impression d'être au Japon quand j'y vais. Voilà. Ok. Et si un truc un peu plus atypique, un peu moins connu que les ramen ou les sushis. À ce moment-là, on va peut-être... Alors, je vais conseiller Happate, parce que moi j'adore les okonomiyaki et les takoyaki. Donc là, ça va plus être spécialité d'Osaka, plus street food. Les okonomiyaki, c'est des galettes de choux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu mets divers ingrédients dessus, et tu manges ça avec de la sauce et de la mayonnaise. Et c'est indescriptible, c'est délicieux. Donc chez Happate, ils les font très 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 bien, et tu vas avoir des petits accompagnements à côté qui sont très cool. Voilà. Incroyable, trop bien. Et tu retournes quand au Japon du coup? Dès que possible. Dès que ce sera plus abordable. Et cette fois-ci, ni parce que t'as gagné un concours de traduction, ni un concours de cosplay. Je vais payer. Trop bien. Bah, je vais arriver sur mes 2 dernières questions, parce que j'en avais 3, mais il y en a une auquel t'as largement répondu pendant le podcast, donc ça ira. C'est qu'est-ce que tu lis en ce moment et que tu conseilles? Je le pose à tout le monde. Ça, c'est la question piège. Parce que tu lis, que tu regardes, enfin un truc qui t'a inspiré. Pas seulement en manga. Ce que tu veux. Ce que je veux. Parce que donc, niveau manga, j'en traduis tellement que j'en lis très peu finalement. Mais tu connais les histoires?
Oui, oui. Du coup, lisez Four Knights of the Apocalypse. Moi, Seven Deadly Sins et sa suite, c'est vraiment des coups de cœur, mais absolus. Je connaissais pas avant qu'on me confie la traduction, mais je remercierai jamais assez Pika de m'avoir fait confiance sur ce titre parce que à tous les niveaux, c'est tout ce que j'adore et au niveau graphique, vraiment Nakaba Suzuki, c'est quelqu'un dont j'aimerais m'approcher au niveau du style. C'est ok, ouais. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. Et je trouve les décors et tout, il y a toujours tellement de textures. Très organique. Ouais. Il fait tout seul, il a pas d'assistant. Lui, c'est la vitesse et moi, c'est pareil. J'adore mettre l'accent sur la vitesse. Ah ouais. Donc, ouais, dessiner vite pour pouvoir proposer du contenu au lecteur. Souvent, c'est vraiment mon cheval de bataille. Donc Nakaba Suzuki, mon goat là-dessus. Sinon, moi, je pense que ça se voit un peu, c'est l'attaque des titans, mais c'est fini. Ah, Levi par hasard. Par hasard. Voilà, tu es littéralement contre mon Dakimakura. Même le rideau derrière, on le voit pas. Ouais, si. Mais c'est un rideau Levi. Ouais. Et incroyable. Si tu veux, je te montrerai en bas aussi, j'ai un papier peint. Donc il est sur tout un mur. Ah ouais? Oui. Ouais, c'est très très chaud. Et sinon, en dehors du manga, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? C'est pas très original, je suis sur le sorceleur, The Witcher, qui est un univers que je trouve absolument magnifique. Pareil, on est sur de la fantasy. Moi, c'est la fantasy. Ouais, c'est exactement la réflexion que j'allais faire. Et je suis tombée dedans très très tard, Witcher. J'ai regardé la série Netflix un peu par hasard. Ok. Et je me suis dit, mais c'est cool en fait, faisons le jeu vidéo. Ah, mais le jeu vidéo, il est encore beaucoup mieux. Lisons le roman. Ah, mais on passe encore à un niveau supérieur. Donc voilà. The Witcher, tu conseilles fort? Ah ouais, pour la fantasy très très fort. L'écriture des personnages, voilà. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on cherche dans une œuvre. Moi, c'est la caractérisation des personnages. Et en l'occurrence, Geralt est un personnage que je trouve hyper bien écrit parce qu'il pourrait être très très cliché, mais il est tout en subtilité. Il va avoir des réactions des fois où on s'y attend pas et on se dit mais en fait il est vivant ce personnage et l'auteur voilà il cerne très très bien tous ses persos. Yennefer, c'est ma waifu, hein, j'avoue. Voilà, elle peut faire n'importe quoi, je l'aime. Incroyable. Et ouais, donc dans la dark fantasy, c'est vraiment haut niveau et j'atteindrai jamais ce level de darkness dans Aerials, mais c'est vrai que c'est un truc que t'apprécies. Voilà. Je cite beaucoup Berserk aussi, c'est pareil, j'irai jamais aussi loin, mais c'est des univers qui me fascinent. Je vois. Et j'ai une question parce que t'es un peu dans ce cas que beaucoup de dessinateurs ou de mangaka un peu débutants peuvent connaître, c'est l'évolution du dessin, tout ça. Toi, tu fais comment aujourd'hui, à part la question, la réponse classique de faut dessiner pour apprendre, je suis d'accord, mais est-ce que t'as quand même, je sais pas, des chaînes YouTube, des livres ou quoi qui t'ont vraiment, tu vois, qui t'ont fait déclencher un truc et tu dis ah ouais, ok. C'est bien que tu me poses la question maintenant parce que c'est assez récent en fait. J'étais vraiment tête dans le guidon avant en mode oui voilà, faut que je dessine, mais j'ai pas tellement de cadre ni de méthode ni de structure. Et très récemment il y a donc Mine de Anemine qui m'a conseillé une chaîne YouTube et ça a été une épiphanie parce que c'est pas facile de trouver une chaîne YouTube qui nous corresponde encore une fois, qui nous parle avec des profs qui disent qui donnent des conseils limpides. Et moi très souvent j'ai regardé des tutos, des trucs, des machins et puis ça percutait pas. Mon cerveau est fait de telle manière. Et alors cette chaîne là, tout ce qu'il raconte, le prof s'appelle Francis Sapin. Je trouve que c'est d'une fluidité terrifiante. Donc la chaîne s'appelle Je progresse en dessin, tout attaché. Il me semble que ça me parle. Et il fait plein de petits tutos, c'est très rapide, c'est des vidéos de 10 minutes. Et il fait parler ses personnages, genre Saitama. Oui, voilà, exactement. Je suis tombé dessus il y a 3 jours. C'est vrai. Il y a vraiment 3 jours. Et pour moi, c'est une révolution.
depuis que je regarde ces tutos, je commence à mieux appréhender les volumes, la perspective, tout ça. Et alors encore une fois, ça marche pour moi, ça va peut-être pas marcher pour tout le monde, mais en gros, j'ai tellement galéré sur Pilgrim à suer 100 € et pleurer des larmes de sang que j'ai l'impression que là maintenant ce monsieur Francis il me donne des cheat codes. Ah oui. Mais en fait c'est comme ça qu'il fallait faire. Je vois. Non ouais, ok, bah je viens de tomber dessus et j'appuie la recommandation. Voilà. Trop cool, vraiment trop cool la reco. Et la dernière question, c'est tu donnes ce que tu veux, mais un conseil pour les auditeurs. Un conseil. Ça peut être n'importe quoi. Bah ne faites pas comme moi, n'attendez pas 20 ans, il faut se lancer. Parce que là, encore une fois, j'ai plus de 40 ans, je débute et vraiment je me suis lancée maintenant et j'ai tout le chemin encore à parcourir. Je me serais lancée beaucoup plus tôt, voilà, j'en serais pas là à l'heure actuelle et je me suis trop posé la question de non, mon dessin il est pas encore assez bon, non il est toujours pas assez bon, non c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si on s'écoute, c'est jamais le moment. Donc s'il y a des petits jeunes qui regardent, allez-y. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Allez, c'est bien dit. Je pense que ça conclut cette interview. Je te remercie, Shindo. C'était trop inspirant. Merci à toi. Je pourrais encore parler pendant des heures si tu veux. Mais merci beaucoup. Si tu veux rajouter des choses, non, mais moi j'ai encore le temps. Mais encore une fois, voilà, j'ai accumulé beaucoup de frustration et le fait de pouvoir échanger sur mon parcours et surtout sur mon univers, c'est une bouffée d'oxygène pour moi, et merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Et on peut te retrouver sur les réseaux? Tu veux qu'on te suive sur quoi? Moi je suis surtout sur Instagram, donc c'est Shindo_T45 comme la farine. Okay. Donc voilà. Parce que je veux que ma narration soit aussi fluide que de la farine. C'est la vraie explication? C'est en gros. Et voilà, et sinon, je suis un peu moins sur Twitter, mais c'est Aerials Manga, comme mon site, aerialsmanga.com. De toute façon, on mettra tout dans la description. Voilà. Et merci. Merci à toi. Trop cool.